Rebonjour, ici Philippe Fussac pour une seconde vidéo où je vais continuer de parler de la loi de réciprocité quadratique. Dans une première vidéo, je vous ai montré comment on pouvait utiliser tout simplement le théorème des restes chinois pour donner une preuve très simple et très symétrique de la loi de réciprocité quadratique. Je vous rappelle que la loi de réciprocité quadratique est apparue essentiellement dès Fermat, au moment où on a vraiment essayé de résoudre des équations polynomiales, et en particulier des équations quadratiques dans des groupes ou des anneaux euh, euh, définis par des relations de récurrence entre les entiers. Alors ça, c'est évidemment Fermat qui a vraiment grandement contribué à ce sujet au cours du XVIIe siècle, au cours de l'âge classique. Puis, les choses ont évolué, surtout avec Euler, et est apparue, avec Legendre notamment, la loi classique de la réciprocité quadratique, LRQ, j'ai noté ça LRQ, en abrégé, dans ma précédente vidéo. Alors on a vu comment euh, en fait la démonstration utilise un résultat bien connu, élémentaire, et en fait connu depuis l'Antiquité, probablement connu par d'ailleurs les mathématiciens chinois il y a très longtemps. Et cette propriété, qu'on appelle la propriété des restes chinois, euh, que j'ai peut-être pas tout à fait bien écrite dans, dans la lecture de la vidéo précédente, c'est pour ça que je voulais faire une correction ici. Ce théorème des restes chinois nous dit simplement que nous permet de résoudre des équations, tout simplement des équations linéaires simultanées. Euh, alors ici, je vous ai donné un exemple particulier d'équation linéaire, mais on peut généraliser ça à n'importe quelle équation linéaire. Alors si on prend un certain nombre d'entiers qui sont premiers 2 à 2, comme je vous l'ai indiqué ici, le PGCD de NINJ est 1, alors si on veut résoudre simultanément, on trouve un même x qui satisfait tous ces, qui est un reste donné à 1 modulo n1, un autre reste donné à 2 peut très bien être égal à 1, mais peut être aussi différent, etc. à k modulo nk. Et donc on veut satisfaire toutes ces relations et c'est possible. Et en fait, non seulement c'est possible, mais la solution est unique, modulo, à condition qu'on regarde la classe modulo, le produit des nombres n. Voilà. Et en particulier, on a ce résultat qu'on a utilisé dans notre démonstration, que z indice pq, le groupe multiplicatif z indice pq star, est isomorphe au produit des groupes zp star par zq star, où p et q sont deux nombres premiers. Mettons deux nombres premiers, voilà, deux nombres premiers quelconques. Alors, euh, mais distincts. P et Q, bien sûr, distincts. D'accord. Alors, donc, où est-ce que je veux en venir dans cette deuxième vidéo? Eh bien, dans cette deuxième vidéo, je voudrais vous montrer quand même la puissance de... Enfin, je voudrais vous montrer la puissance des mathématiques dans le sens où, quand les mathématiciens tiennent comme ça une propriété telle que celle qu'on a vue, celle de la réciprocité quadratique, et cette idée vraiment intéressante d'en fait, de projeter les nombres mêmes sur leurs signes, dans le sens que j'ai défini dans la précédente vidéo, à savoir les signes, c'est simplement un signe positif si on veut, si on a un résidu quadratique modulo P et un signe négatif sinon. Alors, les mathématiciens vont chercher à abstraire ces propriétés et à les faire grandir un petit peu comme on fait grandir une plante, en l'arrosant et en la soignant. Et finalement, ça devient tout un jardin. Et ben, c'est justement ça que je vais faire dans cette deuxième vidéo, vous montrer comment la plante qu'on a plantée, la plante de la loi de la réciprocité quadratique classique qu'on a plantée dans la première vidéo, comment est-elle devenue
tout un jardin. Alors avant de passer à ce stade-là, je vais vous montrer simplement une petite application intéressante de la loi de réciprocité quadratique dans un contexte qui est vraiment un contexte très en vogue, à savoir le contexte de sécurité informatique. Et plus précisément, je vais vous parler de cette personne qui est une de mes mathématiciennes favorites. C'est, j'avoue que j'en ai quelques-unes, et Shafi Goldwasser. Elle s'appelle Shafi Goldwasser. Et quand elle était étudiante en PhD, donc on parle de 1982, je crois qu'elle a soutenu sa thèse en 1983 ou 1984. La voilà avec Mikali et Shafi Goldwasser et Mikali ont remporté le prix Turing notamment en raison de leurs travaux en cryptographie. Alors je vais vous montrer de quoi il s'agit et je vais vous montrer que effectivement il y a de forts liens entre la cryptographie et la loi de réciprocité quadratique. Alors pour vous montrer ça, euh, donc là il s'agit d'un résultat qui a été publié par Goldwasser et Mikali en 1982. Et pour vous l'expliquer, je vais vous parler d'un concept que vous connaissez déjà sans doute, que vous utilisez certainement sur vos ordinateurs ou sur votre téléphone portable. Chaque fois que vous voulez vous authentifier et faire partir soit un courriel soit un document etc. sur Internet. Alors, comment que ça se passe? Eh bien, vous pourriez utiliser plusieurs systèmes. Le système de Goldwasser Mikali serait une possibilité aussi. Alors, comment que ça se passe? L'idée est d'utiliser un algorithme d'encryption euh, asymétrique. Alors, je vous explique ici ce que c'est qu'un algorithme d'encryption asymétrique. Donc, on a une personne A, typiquement appelée Alice, dans les cours d'informatique, et une autre personne B, donc A, de temps en temps Alice est la réceptrice du message, de temps en temps c'est l'émettrice, ici c'est l'émettrice. Et ici on a un autre personnage B, typiquement appelé Bob dans les cours de sciences informatiques, ou les cours de cryptologie, cryptographie. Et là, A, Alice tente d'envoyer un message à B, et elle veut le faire de manière sécuritaire. C'est-à-dire de manière à éviter plusieurs types d'attaques. Alors évidemment, je ne vais pas du tout vous faire un cours de cryptographie, donc je vais garder les choses au minimum. Et l'idée de ces clés d'encryption asymétriques a été introduite par Diffie et Hellman. Là, on parle de la fin des années 70. Donc juste avant que Goldwasser Mikali publie son papier, puisque encore une fois c'était en 1982. Alors comment marche un système asymétrique comme ça? Donc d'abord c'était le protocole de Diffie-Hellman, puis il a été adapté en système RSA par Ivest Shamir Adler, et, euh, et ensuite on a eu ce protocole-là qui était innovant comme je vais vous le montrer. Alors, A va tout simplement utiliser une clé dite publique. Hein, c'est-à-dire, donc là, on dit que le système est asymétrique quand l'encryption et la décryption ne se font pas de la même manière. Donc, il y a une asymétrie entre l'encryption et la décryption. L'encodage se fait d'une clé publique qu'on peut partager, qui ne pose aucun problème. Et seul le décodage est secret. On utilise une clé secrète. Donc B va utiliser sa clé secrète qu'il ne partage pas nécessairement avec A, ni avec quiconque. Il en a besoin pour déchiffrer le message. Donc vous voyez, A utilise la clé publique pour encoder son message clair, hein, plain text en anglais, hein, message en clair, voilà. Et une fois encodé, donc on transmet les bits ou le message une fois encodé. Puis le message arrive dans cette boîte-là. B sort sa boîte secrète, ici sa clé secrète, S, et crée un algorithme pour décrypter le message, puis le lit en clair. Et
On parle ici de messages qui sont absolument, comment dire, il n'y a pas de perte d'information. B reçoit le message exactement tel que A l'a envoyé, a voulu l'envoyer. D'accord? Donc il n'y a pas de corruption du message par le décodage ou l'encodage. On parle d'un système qui garde parfaitement l'information. Alors tous ces systèmes-là, euh, enfin, le type de fonction qui est utilisé dans ce genre de système cryptographique, on appelle ça des fonctions à trappe ou à porte dérobée. Et plus généralement, on peut parler des fonctions à sens unique. Et justement, dans le système de Goldwasser-Mikali, on n'utilise pas une fonction à trappe, mais on utilise une fonction à sens unique, ce qui est plus général et plus sécuritaire et plus facile à coder. Alors, évidemment, le problème, c'est de rendre les communications plus sûres. Comment rendre les communications plus sûres? Les deux problèmes à résoudre sont comment rendre les communications plus sûres et comment prouver aussi qu'un protocole de communication est sûr. Donc, on a les deux aspects. Et c'est effectivement parmi les premiers pas dans ce sens, l'algorithme de Goldwasser-Mikali a cette originalité que dans le papier de Goldwasser et Mikali, on prouve en fait que les attaquants ne peuvent pas réussir à voler la clé secrète en quelque sorte. D'accord? On ne peut pas, on peut prouver que le système est entre guillemets inattaquable ou sûr. Alors, on va s'appuyer, ou plutôt Mikali et Goldwasser s'appuient sur une hypothèse qu'on va expliquer et montre que le problème de résidualité quadratique, que je notais RQ, est dur en moyenne. Alors, très important. Donc le problème de résidualité quadratique, hein, on va y revenir, mais en gros, c'est le problème de déterminer si un nombre entier est un résidu quadratique, modulo un nombre, un autre nombre n. Alors, ce problème de déterminer si un nombre est un résidu quadratique, évidemment, c'était l'objet de la première vidéo, donc vous voyez très clairement le lien. Et c'est un problème de décision. Est-ce que x est un résidu quadratique? Et ce que montrent Goldwasser et Mikali, c'est que ce problème est dur en moyenne. Il faut bien comprendre que dans certains cas, ce problème est facile à résoudre, mais on parle de problèmes difficiles en moyenne. Donc ça, c'est quand même important pour comprendre le niveau de sécurité de ces systèmes. C'est-à-dire que le système ne sera pas toujours sûr si on ne fait pas attention au moment où on le conçoit. Et vous allez voir que il est possible de bien le concevoir de manière à le rendre, entre guillemets, inattaquable. Alors, on s'intéresse toujours au Zn, on fixe un n entier, on regarde les entiers qui sont entre 1 et n-1 et qui sont premiers avec n. D'accord? Et on se pose la question, est-ce que Q, si on prend un élément là-dedans, est-ce que Q est un résidu quadratique modulo n? Est-ce qu'il admet une solution? Alors, si n est premier, voilà un exemple, la réponse est très facile à calculer. Donc, vous voyez un exemple que le problème de résidualité quadratique n'est pas nécessairement dur. La preuve, c'est que si on prend n premier, il est très facile à résoudre. Et en fait, on peut très bien, par exemple, utiliser les symboles de Legendre ou les symboles de Jacobi, vus dans la première lecture, pour résoudre ce problème. Par contre, si n est composé, par exemple, si n est le produit de deux nombres premiers, P1 et P3, alors ce problème devient très difficile à résoudre. D'accord? Donc déterminer s'il existe un x tel que q égale x carré modulo n, d'accord? C'est la même chose que déterminer s'il existe un x tel que q est équivalent à 1 carré modulo P1 et q équivalent à 1 carré modulo P2. Donc ces deux équations doivent mettre des solutions. D'accord? Et
Donc, et si on prend un nombre premier impair, vous vous rappelez qu'on a le symbole de Legendre, Q sur P, qui vaut 1 si Q est résidu quadratique modulo P, et moins 1 s'il n'est pas résidu quadratique modulo P. D'accord. Et, on peut aussi définir le symbole de Jacobi, comme ça, en prenant Q divisé par N. Maintenant, N n'a plus besoin d'être un premier. Et dans ce cas-là, c'est le produit, dans ce cas-là, des symboles de Legendre Q sur P1 et Q sur P2. D'accord. Alors, par contre, la définition du symbole de Jacobi, cette définition utilise la factorisation de n, mais le calcul du symbole de Jacobi est aussi possible en temps polynomial même sans connaître la factorisation de n. Oui, alors, donc, rappelons que si P est premier impair, le groupe ZP star est cyclique, hein. Euh, si G est un générateur, donc ça veut dire qu'il admet un générateur, euh, il admet simplement un générateur dont toutes les puissances engendrent ZP star. D'accord? Là, on parle de groupe multiplicatif. Et donc, si on a un générateur, GS est résidu quadratique si et seulement si S est congru à 0 modulo 2, donc S est pair. D'accord. Et donc, on a effectivement ce phénomène, que j'appelle ça le phénomène des nombres chinoises, on partage finalement ZP en deux moitiés. D'accord. Euh, euh, et donc, on a les positifs et on a les négatifs. Les positifs sont ceux qui sont résidus quadratiques dans ZP star et les négatifs, c'est les autres. Euh, Et dans, on a encore, quand n est égal à P1, P2, d'accord, on a encore ces ombres chinoises, positives et négatives, c'est pareil, elles constituent aussi la moitié et la moitié. Moitié de négatif, moitié de positif, moitié à symbole de Jacobi égale à moins 1, l'autre moitié à symbole de Jacobi égale à plus 1. En fait, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'on a une connexion avec le groupe de Klein. On appelle ça le groupe de Klein, c'est le groupe à 4 éléments. Un groupe à 4 éléments. Alors, ce qui est important, c'est que quand on ne connaît pas la factorisation de n et que Q est premier avec n, on ne connaît aucune procédure pour décider si Q est un résidu quadratique modulo n. Là, je parle bien de nombres composés. D'accord. Alors ça, c'est la base du système d'encryption de Goldwasser-Mikali. D'accord. Donc, effectivement, alors après, je vais passer sur mes notes, simplement en vous disant que donc l'idée du papier de Goldwasser-Mikali, c'est de démontrer qu'il est difficile, en moyenne, donc, euh, de si on ne connaît effectivement aucune procédure pour décider si Q est un résidu quadratique modulo n, d'accord, alors le système proposé par Mikali le problème de résidualité quadratique est dur en moyenne. Voilà. Donc, c'est pas vraiment un résultat très important, d'accord? Donc, problème de résidualité quadratique est dur en moyenne. Euh, c'est pas vraiment un résultat très important, euh, puisqu'il consiste simplement à utiliser la loi faible des grands nombres et à regarder finalement euh, euh, les- une moyenne, une fraction de cas euh, où on peut résoudre correctement le problème de la résidualité quadratique. D'accord. Et donc, euh, euh, Mikali et Goldwasser montrent que si
un attaquant pouvait finalement fabriquer une boîte magique avec un léger avantage qui leur permette de calculer si un nombre est résidu quadratique avec un certain avantage, avec un léger avantage, eh ben on pourrait de manière générale résoudre le problème de résiduité quadratique, ce qui est contraire à l'hypothèse. Qui est contraire à l'hypothèse qu'on ne connaît aucune procédure en temps polynomial, on va dire, efficace pour déterminer si Q est un résidu quadratique modulo un nombre composé. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne donc le système de donc comment fonctionne le système d'encryption. Voilà le système d'encryption qui est proposé par Goldwasser et Micali en 82. Alors, on choisit des entiers premiers qui sont grands. Alors pour ça, on peut utiliser des tests de primalité comme le test de Miller-Rabin, qui est une version élaborée du test de Solovey-Strassen, lui-même une application du petit théorème de Fermat. Rappelons que le test de Miller-Rabin, bon, il a été élaboré à partir de résultats établis par Gary Miller, qui est un mathématicien qui a contribué dans plusieurs domaines. J'ai d'ailleurs appliqué des choses de Gary Miller dans des domaines totalement différents. Euh, pour paralyser certains de mes programmes, j'ai utilisé un de ces résultats sur le théorème d'uniformisation dans des surfaces de Riemann. Mais bon, peu importe, là on n'est pas dans ce champ-là. Ensuite, une fois qu'on a donc ces grands entiers premiers, on peut les utiliser pour fabriquer un nombre composite, grand N. Alors, il nous faudra des algorithmes efficaces pour, si on connaît la factorisation de grand N, donc ce qui est le cas de Bob, qui va connaître la factorisation de grand N entre P1 et P2, il va garder ça pour lui, ça va être sa clé secrète. Donc, on a effectivement les algorithmes d'extraction de racines quand on sait qu'un nombre est résidu quadratique modulo n, on peut effectivement, et qu'on connaît la factorisation de n, on peut effectivement extraire les racines carrées, donc trouver x, résoudre q égale x carré modulo n, efficacement. Et ça, on peut le lire par exemple dans cet article-là, écrit par Adelman, Mendes et Miller. Rappelons que Adelman, hein, c'est le Adelman de RSA, Rivest, Shamir, Adelman. Okay. Ils ont écrit un papier en 1977 qui s'appelle On Taking Roots in Finite Fields. Et donc vous pouvez consulter ce papier si ça vous intéresse de regarder comment extraire rapidement et efficacement des racines dans l'arithmétique modulo n. D'accord? Et donc maintenant, voyons comment que ça se passe. Eh ben, c'est très très simple, vous allez voir. Donc le système d'encryption de Goldwasser-Micali. Alors là, j'ai inversé le rôle de Bob et d'Alice. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire ça. Donc Bob veut transmettre une suite de bits MI. Donc MI vaut 0 ou 1. Alors la question c'est comment encoder. Donc Bob connaît la clé publique N, d'accord, qui lui a été transmise par Alice, d'accord. Je pense que j'ai fait la version féministe, la version MeToo du schéma d'en haut, parce que je voulais que ce soit Alice qui décide. Donc, ce qui prouve que je suis quand même bien de mon époque, tout en n'étant pas du tout de mon époque. Ça, c'est une remarque bête. Donc, MI, ce sont simplement une suite de nombres binaires. On va en prendre un, par exemple 0, 1. Et on fait l'inscription un à la fois. Donc ça c'est une certaine peut-être faiblesse peut-être du protocole, peut-être trop inefficace parce on est obligé de traiter séquentiellement un bit à la fois. Euh, alors, comment que ça se passe donc l'encodage? Donc pour l'encodage, alors ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un xi au hasard, n'importe quel xi entre 1 et n, donc n-1 modulo n, d'accord. On ne veut pas que ça soit congrué à 0, donc on prend un nombre entre 1 et n-1. On l'élève au carré et
plutôt Bob, si Bob veut encoder 0, il l'élève au carré. S'il veut encoder un 1, euh, il prend le carré, mais il multiplie par y. Où y euh, est, euh, est un nombre négatif, dans le sens de la vidéo précédente, c'est-à-dire que ce n'est pas un résidu. D'accord? Donc il prend un y négatif, non résidu quadratique, modulo n. D'accord? Et donc il utilise cette recette de cuisine pour remplacer les 0 et les 1 par des, e, par des EI qui sont les entités émises. D'accord? En fait, je les ai appelés ZI ici. Même chose. Donc là, on a la suite de bits à transmettre. Là, on a le signe dans le sens des ombres chinoises. Voilà les ombres chinoises, donc résidu quadratique, non résidu quadratique, etc. Après, on a donc une couche ici qui sont une couche aléatoire, où on prend les xi comme on veut. Et ça, c'est le multiplicateur. Donc on multiplie ici xi carré, on prend e égale xi carré fois 1, x1 carré fois 1, x2 carré fois 1, x3 carré fois y, x4 carré fois 1, etc. D'accord? Et on obtient les bits transmis. Alors comment est-ce qu'on fait pour décoder? C'est très simple. Alors le la petite Alice, elle, ou la grande Alice, peu importe, ou la moyenne Alice même, elle décode, elle connaît P1, elle connaît P2. D'accord? Donc, elle peut résoudre le problème de résidualité quadratique. D'accord? Et donc, si elle reçoit ZI, elle regarde si c'est un nombre positif simplement, donc un résidu quadratique modulo n. Si oui, elle redéchiffre à 0. Sinon, elle redéchiffre à 1. Donc, on voit que c'est seulement. Tout ça s'appuie simplement sur le signe des nombres, les ombres chinoises. D'accord? Donc, en résumé, d'accord? B utilise la clé publique pour fabriquer des ombres chinoises. D'accord? Pardon, pour, euh, oui, pour regarder les ombres chinoises et utiliser les ombres chinoises pour faire l'encryption aléatoire. Et A retrouve les ombres chinoises et ensuite redéchiffre à partir des ombres chinoises les bits. D'accord? Et oui, et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à mon avis, il y a une erreur dans le papier de Goldwasser-Micali. Je sais bien que ça a l'air difficile à croire, mais je pense que les 0 et les 1 ont été intervertis au niveau du décodage. Bon. Et donc, voilà. Donc ça, c'était donc une application. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez très bien que là, on peut utiliser donc alors pour l'encodage et pour le décodage, on aura besoin de calculer des symboles de Jacobi. Donc vous voyez bien qu'on est directement en relation avec la vidéo numéro 1, et je vais vous montrer précisément pourquoi. Ben, parce que simplement, euh, si on veut calculer un symbole de Jacobi, ce qui est nécessaire pour l'encryption-décryption du système de Goldwasser-Micali, eh bien, soit on connaît la factorisation, soit on ne la connaît pas. Donc, je vais vous montrer deux exemples de calcul, au cas où on connaît et au cas où on ne connaît pas la factorisation. Donc, premier exemple de calcul, on veut calculer ce symbole de Jacobi, d'accord? On connaît la factorisation, 143 égale 11 par 13, donc là je parle de la factorisation du dénominateur ici, d'accord? Ce n'est pas une fraction, c'est un symbole de Jacobi que je calcule. Par définition du calcul du symbole de Jacobi, on factorise en dessous, d'accord? Et, et ensuite, très facilement, on obtient, on réduit modulo 11, hein, donc on a 44, c'est 0 modulo 11, donc on a moins 1, 11, d'accord? Et on applique les recettes vues dans la vidéo 1. Et on trouve, pareil ici, on réduit 13, c'est 39, donc 4, 13, et donc on trouve moins 1. D'accord? Comment faire pour B? Supposons maintenant qu'on ne connaisse pas la factorisation. Et alors là, c'est ça qui est super.
On peut utiliser la LRQ, hein, et c'est exactement ce qu'on va faire là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend 43, 143, on applique la loi de réciprocité quadratique, on a un moins qui sort ici, et hop, on réinverse ça. On reprend, on regarde, on calcule 143 modulo 43, on trouve 14. Et là effectivement, on peut factoriser, c'est beaucoup plus facile. On a 2 fois 7, et donc on retombe dans le calcul du premier cas. D'accord? Voilà. Alors, bon, j'ai développé un programme, un programme informatique pour calculer le symbole Jacobi en R. D'accord? C'est pas très facile, pas très difficile, je vais vous le montrer. Alors, il faut que je recherche. Attendez. Euh, je crois que c'est dans mes notes sur la formule de Sandberg. Voilà. Alors, mon petit programme informatique, où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors, on peut soit utiliser un algorithme de force brute, hein, soit faire quelque chose d'un peu plus élégant. Et donc là, mon programme va utiliser la loi de réciprocité quadratique. D'accord? Ok. Alors, voilà. Alors, voilà mon programme. Donc, Jacobi, fonction de AN. D'accord? Rappelons que dans le cas du symbole de Jacobi, n n'est pas nécessairement un nombre premier. D'accord? Et donc là, voilà donc la logique du programme, très simple, hein. Vous voyez que c'est un programme très court. D'accord? Et effectivement, euh, on, on utilise, euh, on utilise la loi de réciprocité quadratique pour faire le calcul. Et donc, je peux vous montrer quelques exemples de calcul ici. Voilà. D'accord. Ok. En fait, il y a plusieurs implémentations. Euh, et ici, cette implémentation est une implémentation récursive déguisée. Donc, je vous montrerai aussi une autre implémentation où on a, en fait, on utilise effectivement une implémentation où on utilise plus explicitement le renversement entre, par exemple, symbole de Legendre ici, vous voyez PA ici, et on le renverse littéralement en AP ici, d'accord? Donc là, on voit peut-être mieux, on voit mieux le rôle de la loi de la, de la loi de réciprocité quadratique. Ok. Alors, moi, j'ai essayé d'utiliser ces programmes. Bon, ça marche bien quand les nombres sont petits, mais pour des grands nombres, euh, ça devient beaucoup plus dur. Alors, en fait, les calculs sont quasi impossibles, en tout cas dans R, pour des grands nombres. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle grand nombre? Est-ce que on parle de quoi? On parle d'un milliard? On parle d'un milliard de milliards? On parle d'un milliard de milliards de milliards? Est-ce qu'on parle d'un nombre qui a plus de 100 millions de chiffres, comme par exemple le dernier nombre de Mersenne connu? Le plus grand nombre de Mersenne premier connu, on sait qu'il a quelque chose comme ça, plusieurs 100 millions de chiffres ou cette sorte de grandeur. Est-ce que ça c'est un grand nombre? Ou est-ce que un grand nombre c'est un nombre avec plus d'un milliard de milliards de milliards de chiffres? Ou est-ce qu'un grand nombre c'est un nombre qui est plus grand que factoriel n, où n est un de ces nombres? Ou est-ce qu'un nombre grand c'est un nombre qui est plus grand que factoriel n, où n est un des nombres précédents, etc. Je vous rappelle que pour calculer le rayon de l'univers avec la précision du rayon de l'atome d'hydrogène, disons, on a besoin que de 30 ou 40 chiffres pour pi, après la virgule. Et on en connaît évidemment des milliards. Voilà, donc ça termine cette première partie où je voulais vous parler donc des relations entre la loi de réciprocité quadratique et un système particulier de cryptographie. Alors évidemment, on en a d'autres, hein, puisqu'on peut utiliser des courbes elliptiques pour fabriquer des clés secrètes, etc. Donc, effectivement, là c'est Diffie-Hellman, je pense,
donc les précurseurs de l'encryption asymétrique, d'accord? Et donc, effectivement, cette loi de réciprocité quadratique, on peut la trouver dans des cours de cryptographie, tout simplement. Alors maintenant, ça c'est une chose, mais maintenant on va élargir le débat et s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le plan mathématique, beaucoup plus intéressant que ce système de Goldwasser-Mikali et que les systèmes de cryptographie en général. Et donc, on va regarder comment est-ce qu'on peut finalement, euh, comment est-ce qu'on peut voir les choses de plus haut. Alors, l'idée donc que j'aimerais vous communiquer ici, c'est la dynamique qui est à l'œuvre lorsque les mathématiciens essayent de généraliser donc ces notions. Donc là, on tient quelque chose de très intéressant, qui est cette idée d'ombre chinoise, d'accord? On a cette idée de signe avec une symétrie miroir dans ZP star, d'accord? Et même dans ZPQ star, d'accord? Et on a vu comment ces symétries jouaient et ces ombres chinoises joueraient un rôle déterminant dans la loi de réciprocité quadratique. Ok. Alors maintenant, on va élargir le débat. On sait que dans la vidéo précédente, on s'était intéressé d'abord aux racines de x carré égale 1, tout simplement cette mini-équation x carré égale 1, vraiment on ne peut pas demander plus simple. Puis on s'est posé la question, mais alors peut-on résoudre x carré égale d ou x carré égale a? Et voilà, on en a déduit, finalement, on en a déduit la loi de réciprocité quadratique, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut regarder d'autres types d'équations? Est-ce qu'on peut généraliser la LRQ? Alors, bon, évidemment, résoudre des équations, c'est une activité très importante en mathématiques. On se rappellera le problème des équations diophantiennes, hein. Trouver des solutions en nombre entier finalement à des équations quelconques polynomiales. Et c'est ça qui va effectivement nous intéresser ici. Donc résoudre des équations, résoudre une équation f de x égale 0 pour certains types de fonctions, ou de résoudre des systèmes d'équations, c'est évidemment l'objet de la géométrie algébrique, hein. C'est exactement ce que la géométrie algébrique formalise. D'accord? Et on peut évidemment mettre des contraintes sur les solutions, s'intéresser à des solutions dans les rationnels, dans les réels, dans les complexes, dans les réels, dans les rationnels, ou dans les entiers, ou il faut chercher des solutions encore plus particulières. D'accord? Et finalement, on s'aperçoit que la recherche de l'existence de solutions entières ou d'algorithmes pour trouver des solutions entières à ces équations polynomiales est extrêmement intéressante. Alors, par exemple, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut résoudre en carré, est-ce qu'on peut décomposer un nombre entier en somme de carrés? Euh, Là, je pourrais aussi remplacer a carré par tout simplement un nombre donné, a, hein. Je pourrais aussi vouloir décomposer un nombre sous forme de somme de 4 carrés, de 3 carrés, de 4 carrés, de 5 carrés, de q carré, ou d'une somme de cubes, ou de puissance k, etc. D'accord? Mais vous voyez bien qu'un cas particulier de ça, c'est notre fameuse équation x carré égale a. D'accord? Que ça nous a mené sur les ombres chinoises. Ok. Alors, décider si une équation polynomiale a une solution entière. Donc là, on va parler d'une équation polynomiale, un polynôme à multivalué, multivarié, à n inconnu. D'accord? Par exemple, est-ce que x carré plus y carré a une solution entière? Si vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez penser au triplet de Pythagore. D'accord? Alors, une idée très importante pour arriver à cerner ce qui se passe là, c'est l'idée de localiser ou de réduire modulo P, ou de regarder des cas, de faire une réduction modulo P, où P est premier, un premier quelconque. Donc on va, attention, parce que localiser, c'est un sens plus précis dans l'opération de localisation a un sens précis en théorie algébrique des anneaux, d'accord? Donc là, je prends localiser dans un sens large, d'accord? Un sens intuitif.
Donc là, je vais me poser la question, est-ce que je peux résoudre déjà cette équation modulo P pour un P quelconque premier? D'accord. Ou alors peut-être même le résoudre modulo P puissance K. D'accord. Donc on va regarder si en fait on peut trouver x1 et xn de sorte à ce que P de x1 xn soit divisible finalement par P puissance K, soit égal à 0 modulo P puissance K, qui revient à résoudre l'équation dans z puissance z divisé par P puissance Kz, modulo P puissance K. D'accord. Alors là, on s'intéresse, on peut appeler ça problème local, parce qu'on s'intéresse à une place particulière. Et la place, effectivement, c'est un nombre premier. Donc on a une infinité de places possibles, l'infinité de nombres premiers. D'accord. Et en fait, toute cette idée, cette vaste généralisation, c'est une idée qui a été introduite par Kurt Hansel en 1897. Et il a introduit l'anneau des entiers p-adiques, qui est une limite, limite à gauche, on le note comme ça, des z sur p puissance k z. D'accord. On peut penser, cette structure agit en fait comme un microscope. On va voir pourquoi. Et donc, l'idée de Hansel est plus tard généralisée par Hasse dans les années 20. D'accord. L'idée, c'est de postuler un postulat qui s'appelle le postulat global local, qui nous permet de regarder tous les cas locaux et d'essayer de faire une généralisation et de dire, ok, ben, si je peux le résoudre localement pour tous les cas locaux, si je vois en gros, si je vois ma solution au microscope à tous les degrés de grossissement, et ben ma solution existe à un degré zéro de grossissement. Et voilà, la grosse bête existe à un degré zéro si je la vois au microscope. D'accord. Donc on peut finalement zoomer à l'envers et on obtient notre solution entière. D'accord. Vraiment une idée fantastique. D'accord. Alors, voilà, donc c'est ça le principe global local. C'est que si on peut résoudre l'équation en entier pour n'importe quel entier m, résoudre l'équation star pour les entiers m, c'est pareil que la résoudre dans les entiers p-adiques. Voilà. Évidemment, il ne faut pas oublier que si on peut trouver une solution entière à notre équation, évidemment, ça veut dire déjà, alors j'ai oublié un n là, et ça veut dire évidemment qu'on peut la résoudre dans R. C'est-à-dire qu'on peut résoudre l'équation. Il existe un système. Évidemment, il faut que la solution entière étant elle-même une solution réelle, il faut pouvoir résoudre dans R. Donc ça, c'est une condition nécessaire évidente. Donc là, on peut regarder en fait ce qu'on appelle la... Alors là, je vais expliquer ce que c'est qu'on a le pouvoir de grossissement. C'est traduit par une norme ou une métrique p-adique qu'on définit comme ça. Si n et m ne sont pas congrus à 0 modulo p, donc p est un nombre premier. Si on regarde q et qu'on l'écrit sous forme de fraction rationnelle multipliée par p puissance alpha, alors la p-norme de Q, c'est tout simplement p puissance moins alpha. Si on peut écrire Q comme ça. D'accord. Et donc Q1 et Q2 dans N sont proches au sens de cette topologie, de cette norme, ou P proche si on veut, si la différence Q1 moins Q2 est divisible par une grande puissance du nombre premier P. D'accord. Par exemple, si Q1 moins Q2 est divisible par 0 modulo P puissance 20, ben voilà, Q1 et Q2 sont assez proches, d'accord, d'ordre 20, la proximité d'ordre 20. Alors vous pouvez facilement en exercice regarder si 14 et 15 sont deux proches. Vous verrez qu'ils ne sont pas deux proches. Et essayez de me dire si 31 et 63 sont deux proches. Et vous allez voir que oui. D'accord. Peut-être que vous pouvez me trouver d'autres exemples de nombres qui sont, par exemple, 3 proches, ou 4 proches, ou 5, pas 4 proches, parce que P4 n'est pas premier, 5 proches, etc. D'accord. Alors, on peut maintenant la localiser dans le sens, réellement dans le sens de la théorie des anneaux. On peut localiser Z chapeau P, ce qui veut dire qu'on peut définir un corps de fraction p-adique
qu'on note que Q chapeau P. D'accord? Et l'adhérence de ces nombres p-adiques, comme on peut bien s'en douter, puisqu'on utilise n'importe quelle puissance de P, eh ben, ça va être R. Et quand je parle d'adhérence, je parle de l'adhérence pour la norme habituelle, la valeur absolue, la fonction valeur absolue. Et cette fonction valeur absolue de Q, finalement, ça va être, on va la noter valeur absolue de Q infinie. D'accord? Et on voit donc qu'on est naturellement amené à introduire un nombre premier spécial qui s'appelle l'infini. D'accord? Donc vous voyez, on avait Q indice P, et là on a Q indice infini. Donc on va considérer que le symbole infini, d'accord, désigne un nombre premier particulier, d'accord, qui fonctionne à la limite dans cette théorie de localisation. D'accord. Donc R est la complétion de Q au nombre premier infini. On peut écrire ça comme ça. R égale Q chapeau infini. On a complété P par un nombre premier spécial appelé infini. Et donc le principe local global, généralisé, si une proposition est vraie dans Q, ça c'est formulé par le mathématicien Hasse, allemand Hasse. Donc si une proposition est vraie dans Q, une proposition est vraie dans Q, donc dans les rationnels, si et seulement si elle est vraie dans tous les Q chapeau P où P est un nombre premier, y compris l'infini. Alors on a le théorème qu'on pourrait appeler THM, mais en fait ici T, théorème, H, Hasse, M, Minkowski. Et ce théorème de Hasse-Minkowski, d'accord, nous dit que si on prend une forme quadratique Q non dégénérée, d'accord, alors on peut trouver une solution entière, donc le treillis, trouver un élément, un vecteur du treillis Zn qui annule la forme quadratique, d'accord, si et seulement si, d'accord, donc finalement on peut trouver un élément entier, d'accord, ou une résonance, si on veut, exactement nulle pour cette forme quadratique, un entier de norme nulle. Hein, quand je dis entier, là, je parle de quelque chose en Zn. Si et seulement si, cette équation-là admet une solution dans R. Voilà, ça c'est topologiquement probablement assez facile à déterminer, mais aussi qu'il existe une solution dans Q chapeau P, quel que soit P à partir de l'ensemble des nombres premiers. D'accord. Alors, c'est donc ça, c'est un théorème vraiment magnifique. D'accord. Euh, et, euh, et très important, démontré au début fin du 19e siècle, je pense, par Hasse et Minkowski, fin du 19e, début du 20e, par Hasse et Minkowski. Mais alors, on a quand même une limitation qui est que ça ne fonctionne pas pour des polynômes de degré strictement plus grand que 2. On connaît évidemment des exceptions. Une des exceptions notoires, c'est par exemple le théorème de Fermat. D'accord. On peut montrer que l'équation de Fermat admet effectivement des, 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 des- des- des solutions p-adiques, quel que soit P, mais pas évidemment, d'après Wiles, Andrew Wiles n'admet pas de solution entière pour n plus grand que 3. On ne parle pas pour n premier, par exemple, plus grand que 3. Alors, quel est le lien entre, encore une fois, quel est le lien entre le théorème de Hasse-Minkowski? Il y a des liens profonds entre le théorème de Hasse-Minkowski et le théorème de la loi de résidus quadratique, LRQ. En fait, le THM est une forme de généralisation de la LRQ. Et d'ailleurs, on s'aperçoit quand on regarde la preuve de la LRQ que cette preuve utilise la réciprocité de Hilbert qui elle-même est une généralisation de la LRQ. D'accord. Par ailleurs, le théorème de Hasse-Minkowski peut nous permettre de retrouver des résultats, si on veut l'admettre, type LRQ. D'accord. Alors, voilà maintenant l'idée majeure de cette vidéo. Et s'il y a une idée à retenir, c'est ici qu'il faut prêter attention. Donc l'idée majeure, c'est que dans le cas
dans le cas de la vidéo 1, on a regardé un nombre premier et on a regardé comment, en fait, on a utilisé le petit théorème de Fermat, donc xp est congru à x xp est congru à x modulo p, d'accord? Et pour construire nos ombres chinoises, d'accord? Et donc déterminer si un élément était positif, ombre chinoise positive, ombre chinoise négative, c'est-à-dire résidu ou non, résidu quadratique ou non modulo P. D'accord? Et là, on va donc s'intéresser, plutôt Artin, Émile Artin, donc fameux mathématicien allemand, né en 1898. Euh, on a donc fêté son centenaire, le centenaire de sa naissance en 1998. Euh, et donc, Artin a cette idée d'introduire une nouvelle application qui va finalement jouer le rôle de généraliser le rôle de symbole. Le rôle de symbole de Legendre, maintenant, va être joué par cette application-là. Et cette application de Artin, elle va aller, ça va être un homomorphisme de groupe. Et elle va jeter un groupe du type groupe cyclique ou euh, groupe multiplicatif modulo un certain nombre entier. Dans cette application de Artin va aller de ce groupe-là dans le groupe de Galois d'une extension de corps. Alors, rappelons ce que c'est que le groupe d'une Galois d'une extension de corps. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une extension de corps? Q est un corps, bien sûr, d'accord. Une extension de corps, bon, c'est tout simplement un corps qui contient Q et qui est plus grand que Q, d'accord. On peut obtenir une extension de corps en adjoignant des nombres qui ne sont pas racines d'équations polynomiales dans Q, avec des équations polynomiales à coefficient entier ou à coefficient rationnel dans Q, d'accord. Par exemple, la racine de 2, ou racine de 7, ou racine de D. Donc là, c'est un exemple, ça c'est un exemple d'extension, on appelle ça une extension quadratique, d'accord? Et on rajoute simplement les solutions de cette équation-là, d'accord? Et à partir de là, on peut effectivement utiliser donc le fait que cette équation a O plus 2 racines dans R, hein, euh, et on peut définir donc cette application d'Artin. Alors, il faut encore que je précise qu'est-ce que c'est que je note G, E, Q. Je vous rappelle que ça la notation, d'accord, qui est une notation pour le groupe de Galois de l'extension du corps des rationnels en corps E. D'accord. Ici, c'est simplement un exemple, d'accord, d'application d'Artin qui va jeter, donc cette application d'Artin va jeter Z modulo 4, Z4, d'accord, Z4 star, d'accord, donc le groupe multiplicatif des restes modulo 4, d'accord, Z sur 4Z, dans le groupe de Galois là. Et qu'est-ce que c'est que le groupe de Galois d'une extension? Ben, c'est tout simplement le groupe des automorphismes de corps E, d'accord, automorphismes de corps, donc des applications de E dans E, qui sont des automorphismes de corps, qui préservent la structure de corps, donc en particulier qui préservent l'addition, qui préservent la multiplication, qui préservent 0, qui préservent 1, d'accord, qui préservent l'inverse, etc., transforment l'inverse en l'inverse. Donc on regarde toutes les applications de E dans E, qui sont des automorphismes de corps et qui, restreintes au corps de base, qui ici c'est le corps des rationnels, c'est l'identité. Donc on veut que les images des rationnels restent eux-mêmes. D'accord. Ils sont invariés par... voilà. Et si on regarde tous ces automorphismes, ils forment un groupe pour la composition des applications. D'accord. Dit groupe de Galois d'extension. Et donc le cadre de la théorie d'Artin, ça va être le cas où on s'intéresse à des équations polynomiales telles que leur groupe, le groupe de l'extension de corps des rationnels par les solutions de cette équation polynomiale soit abélien. Ce n'est pas toujours le cas.
ça dépend des polynômes, mais pour certains polynômes, je ne parle pas forcément d'un polynôme quadratique, pour certains polynômes, ça fonctionne. Et donc, évidemment, on a beaucoup de cas, et c'est ça qui a intéressé Artin. D'accord? Je vous donnerai des exemples, d'autres exemples ici. On va commencer par l'exemple quadratique, qui est celui-là. Alors là, dans ces corps quadratiques, d'accord, qui intéressaient déjà Fermat, hein, si vous vous rappelez bien, Fermat s'est déjà intéressé à ce genre aux anneaux des entiers, par exemple a plus b fois racine de 5, par exemple, d'accord. Fermat s'intéressait déjà à ce genre d'arithmétique. Donc, encore une fois, on retrouve les travaux de Fermat. Alors là, on a donc dans les automorphismes qui fixent Q, on a soit l'automorphisme identitaire, hein, identité, soit la conjugaison qui transforme racine de D en moins racine de D. D'accord? Donc évidemment, c'est intéressant de considérer D qui n'est pas qui n'a pas de racine rationnelle. D'accord? On va prendre un nombre premier comme 5 ou 7, etc. D'accord? Et donc, on aura effectivement une extension qu'on appelle extension abélienne. Et le groupe de Galois va être abélien. Alors ici, ce groupe de Galois, il est très facile à cerner, on le calcule très facilement. C'est simplement le groupe Z sur 2Z, donc le groupe à deux éléments, le groupe 0,1 finalement, ou identité sigma. D'accord? Et il opère simplement soit en envoyant a plus b racine de d sur a plus b racine de d, soit en envoyant a plus b sur racine de d, a plus b sur racine de d, a plus b racine de d sur son conjugué, a moins b racine de d. D'accord? Et donc effectivement, on a quoi? L'application de Artin. D'accord? Comment est-ce qu'on la définit? Eh bien, AP. On associe tout simplement à la classe modulo 4 d'un nombre premier P, donc quelque chose qui habite ici. D'accord? Et qui évidemment n'est pas 0, parce que P n'est pas nul évidemment en modulo 4. On associe finalement le symbole de Legendre de D sur P, où D c'est effectivement ce nombre-là. D'accord? Alors, ça, voilà, cette application de Artin forme un homomorphisme de groupe. D'accord? Et, euh, et on a une notion clé qui est la notion d'élément de Frobenius. Qu'est-ce que c'est que l'élément de Frobenius? C'est l'élément du groupe de Galois qui est l'image par cette application d'Artin du nombre premier P. Alors, cet élément de Frobenius, il est lié en fait à l'application dite de Frobenius qui a x associe x puissance p. D'accord? Et en fait, effectivement, quand on regarde un anneau où p est égal à 0, par exemple l'anneau z sur pz, notez aussi ce qui est un corps, qui est aussi noté fp, d'accord? Cette application-là de FP dans FP est effectivement, vous pouvez le vérifier, c'est un homomorphisme d'anneau. Parce qu'on a en fait x plus y puissance p, c'est pareil que xp plus yp. Et évidemment, x fois y puissance p, c'est x fois y, le tout puissance p. Donc on a et évidemment 1 puissance 1 est transformé en 1 et 0 est transformé en 0. On a effectivement un automorphisme de corps. Plus qu'un homomorphisme d'anneau même, un homomorphisme de corps. Dans le cas dans ce cas-là. D'accord? Alors, plus généralement, on peut regarder des extensions de corps non ramifiées. Et ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de... Le polynôme qui nous intéresse n'a pas de racine multiple. Donc son discriminant n'est pas nul. D'accord? Et on peut relever alors, on peut montrer que cette application-là se relève dans le groupe de Galois. D'accord? Alors, il faut bien comprendre ici qu'on ne manipule plus plus et moins. Nos ombres chinoises maintenant, ce sont quoi? Ce sont des automorphismes de corps qui invarient le corps de base. C'est-à-dire que nos ombres chinoises, ce sont littéralement les éléments du groupe de Galois. D'accord? C'est ça nos ombres chinoises ici, dans la théorie d'Artin.
Donc les ombres chinoises, l'application d'Artin, c'est notre projecteur de caméra qui envoie l'arithmétique ici dans un spectacle d'ombres chinoises dans le groupe des Gallois. Voilà. Donc les ombres chinoises sont moralement, hein, maintenant, des éléments du groupe de Galois G. D'accord. Alors là, je vous montre un petit peu encore donc le calcul, hein, le cas d'une extension quadratique. Donc là, on prend ce corps ici, d'accord. Et on peut donc regarder l'application de Frobenius, d'accord, et faire les calculs de l'application de Frobenius. Et vous verrez qu'effectivement, il apparaît soit l'application identité, dans ce cas-là, pour les ombres chinoises positives, et les ombres chinoises négatives. Donc c'est une explicitation, une explication de ce qui se passe ici, hein. Voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est que l'application d'Artin relie les propriétés arithmétiques, par exemple, d'un corps tel que z sur pz, et le groupe de Galois de l'équation polynomiale qui nous intéresse. D'accord. Alors on a donc maintenant, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a donc une généralisation. Donc dans la loi de réciprocité classique, on avait Zn star et un groupe de Galois très simple. Et dans le cas de l'application d'Artin, alors je ne vais pas vous donner les détails, mais en gros, on définit un anneau qui va généraliser celui-là, qui s'appelle l'anneau des Adèles. Cet anneau des Adèles, il a été défini formellement par Chevalet en 1950, et c'est le produit des complétions des corps péadiques. Euh, et on a donc l'application d'Artin qui exprime la réciprocité d'Artin et qui jette l'anneau des Adèles comme dans un morphisme de groupe vers le groupe de Galois. D'accord. Alors on peut généraliser ça. On peut généraliser si on regarde, si on remplace maintenant G, le groupe de Galois, par des représentations de G, d'accord. En particulier des représentations à une dimension, ça revient à remplacer G par les homomorphismes ρ qui vont de G dans C. Finalement, les caractères complexes du groupe. D'accord. Et alors, si on veut généraliser encore davantage cela, on va remplacer le groupe des Adèles par un quotient du groupe des Adèles. D'accord. Donc, euh, ça va nous mener à regarder le groupe multiplicatif des unités du groupe des Adèles A. D'accord. Et si on veut maintenant encore généraliser davantage, donc on va regarder cette représentation non pas seulement en dimension 1, mais en dimension quelconque, alors on arrive à l'image suivante, qu'on veut regarder les homomorphismes du groupe de Galois dans le groupe linéaire complexe d'ordre n, donc en dimension n. D'accord. Maintenant, on n'a plus nécessairement besoin que G soit abélien, donc on génère une structure beaucoup plus générale. D'accord. L'anneau des Adèles doit être remplacé par un groupe quotient du groupe linéaire d'ordre n du groupe des Adèles. D'accord. Et on arrive à la notion générale de forme automorphe. Et tout ce programme-là, c'est tout simplement ce qu'on appelle le programme de Langlands, qui a été défini dans la correspondance de Langlands par un mathématicien canadien qui s'appelle Robert P. Langlands, que voici. Alors ça, c'est un vaste programme. Donc Langlands, c'est un mathématicien extrêmement connu. Et donc on peut voir que le programme de Artin, ça c'est Émile Artin, euh, débouche logiquement, assez logiquement sur le programme de Langlands. Donc au théâtre ce soir, voici le théâtre des ombres chinoises et quelques formes de la réciprocité d'Artin. Donc l'exemple le plus simple, ça va être ça, d'accord. On va regarder finalement les entiers à la Fermat. Nos ombres chinoises, ça va être des signes traduits par des symboles de Legendre, d'accord.
Deuxième exemple, on va généraliser un petit peu. Au lieu de regarder seulement des fonctions quadratiques, on va regarder des polynômes f de degré quelconque. D'accord? Ces polynômes-là ont un discriminant. On va demander que le discriminant ne soit pas nul pour éviter que le polynôme ait des racines multiples. D'accord? Et dans ce cas-là, on aura une sorte de courbe en dimension n qui est non dégénérée ou lisse. D'accord? Un cas particulier, c'est les cas des courbes cubiques, mais ça s'applique beaucoup plus généralement. On n'est pas forcément dans le royaume cubique ici. Et donc, le deuxième exemple jettera z sur discriminant de f, donc c'est ce discriminant s'interprète comme le volume d'un domaine fondamental, en fait, défini par l'application f, d'accord. Et on aura donc un homomorphisme de groupe dans le groupe de Galois G, d'accord, avec le symbole dit symbole d'Artin, d'accord. Le symbole d'Artin qu'on va noter phi indice P. Donc à P, on va associer le symbole d'Artin de P. D'accord? Et ça sera un homomorphisme de groupe. Donc le théorème de réciprocité dans ce cas-là, pour des polynômes de degré quelconque. D'accord? Et ça va marcher pour pas mal de polynômes. D'accord? Et à condition que P soit premier et ne divise pas le discriminant du polynôme. Et cet homomorphisme sera surjectif si et seulement si f est un polynôme irréductible. Donc évidemment, si c'est un homomorphisme surjectif, d'accord, si maintenant on divise par le noyau, eh ben on réalise finalement le groupe de Galois comme un quotient de ce groupe-là. D'accord? Et on voit donc pourquoi, effectivement, on veut que le groupe de ce groupe soit un groupe abélien, hein, puisqu'on a un quotient d'un groupe abélien. D'accord. Alors, phi, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la signification de l'ombre chinoise phi p, donc du symbole de Hartin, hein, puisque ça généralise par le symbole de Legendre. Et bien, phi p, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un élément du groupe de Galois. Donc, en fait, c'est tout simplement la restriction euh, de l'exponentiation de alpha, de l'exponentiation à la puissance p. Donc c'est littéralement modulo p, l'application de Frobenius. C'est-à-dire prendre la puissance numéro, prendre la puissance p, donc un automorphisme du corps q de alpha. D'accord. Euh, voilà, donc ce qu'on peut écrire aussi comme ça, alpha puissance p est égal au symbole de Hartin plus quelque chose qui est 0 modulo p, p puissance ça. D'accord. Et ici, les dénominateurs les nombres rationnels Q0, Q1, Qn-1 ne sont pas divisibles par une puissance de p. D'accord. Et enfin, enfin, troisième exemple, on pourrait regarder l'exemple des corps cyclotomiques. D'accord. Donc ça, c'est un exemple qui a été traité par Gauss. Donc on regarde maintenant comme extension de corps, non pas l'extension par un entier algébrique sur le corps Q, mais ici on va prendre une racine primitive énième de l'unité. D'accord. Et on va effectivement réaliser l'application d'Artin comme un homomorphisme de ces groupes-là, d'accord, sur tout simplement un groupe tout à fait habituel, hein, Z sur MZ star. Et en fait, le cas général, ici, que je vous montre, alors là, il faut regarder des idéaux avec une notation un peu compliquée, mais on voit exactement le même genre de choses. On regarde des idéaux, on parle d'idéaux premiers, on parle de discriminants maintenant de corps, d'accord? Et, euh, et donc ça, c'est la forme générale de l'application d'Artin. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la portée maintenant de ces ombres chinoises, hein. Donc à retenir, ce que je vous demande de retenir là, c'est le théâtre. Au théâtre ce soir, c'est ce théâtre des ombres chinoises où en fait ce sont les éléments
du groupe de Galois, d'accord, qui sont en fait représentés par les symboles d'Artin, hein, de certains idéaux premiers, les images par l'application d'Artin, des symboles d'Artin. Ce sont ces symboles d'Artin maintenant qui jouent le rôle de nos ombres chinoises et qui nous permettent de dire un grand nombre de choses sur les propriétés algébriques des solutions entières d'équations polynomiales. Euh, voilà. Donc merci pour votre attention et à bientôt.